Tracteurs, pneus brûlés, tonnes de lisier déposées à l'aube devant les préfectures ou les entreprises. On n'a pas cessé de parler de la crise du lait. Dans un instant, nous verrons comment ces éleveurs se débattent pour tenter de survivre. Mais il faut aussi regarder bien au-delà de nos frontières pour comprendre pourquoi ça va de mal en pis. C'est quoi cette bouteille de lait? C'est le Data Lab d'Envoyé spécial. Le lait, ça a eu payé, mais ça paye plus. On parle du prix du lait, évidemment. Celui auquel un éleveur vend sa production aux coopératives ou aux industriels. Début 2014, le litre était payé 39 centimes. Aujourd'hui, il a fondu comme beurre au soleil, à 29 centimes. Mais comment ce prix devenu rikiki est-il fixé? C'est un calcul complexe qui dépend des différents produits fabriqués avec le lait. Et comme plus d'un tiers de cette production est destiné à l'étranger, le prix du lait dépend fortement des cours mondiaux. 700 millions de Chinois, Emma. La Chine, premier importateur du secteur, a stocké des tonnes de lait en poudre en 2013, avant de réduire brutalement ses importations en 2014. Idem en Russie, la même année. Sanctionné pour son intervention en Ukraine, Vladimir Poutine décrète un embargo sur bon nombre de produits agroalimentaires américains et européens, dont nos fromages. Dommage, car la production européenne déborde comme le lait sur le feu, sans aucun contrôle. Il y a 30 ans, Bruxelles mettait en place des quotas pour limiter la production de ses éleveurs et contrôler les prix. Mais depuis avril 2015, les quotas, c'est terminé. Du coup, la production laitière a augmenté en Europe de 4,3%. Un chiffre qui va d'un maigre 1,3% pour la France à un crémeux 18,5% pour l'Irlande. Alors résumons, la demande mondiale baisse, l'offre augmente, conclusion, le prix du litre de lait fond. C'est la loi du marché. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi. Mais c'est aussi la loi du plus fort. Les éleveurs ne font pas le poids face aux industriels qui imposent leurs marges. Le seul géant Lactalis collecte 1/5 de la production française. L'équivalent d'une quinzaine de briques de lait, de la taille de la tour Montparnasse. 5 milliards de litres par an. Depuis la fin des quotas, les producteurs de lait français, eux, ont vu leur revenu moyen divisé par 2. Dans les campagnes, ce n'est plus le chant du coq, mais le chant du cygne. Effectivement, les producteurs déchantent. Et au mois d'août, ils ont clairement désigné leur adversaire, le groupe Lactalis. C'est le numéro 1 mondial du lait, il assure 20% de la collecte en France. Un géant donc, mais qui impose des règles, des prix qui deviennent intenables. Ce soir, on va vous expliquer comment certains de nos paysans travaillent 70 heures par semaine pour récolter des dettes. Travailler pour récolter des dettes? Sérieusement? C'est signé Yvan Martinet, Jean-Marc Nouknouk, Pauline Juvigny et Mathieu Goasguen. C'est l'histoire d'un éleveur laitier, debout avant l'aube chaque jour de la semaine pour faire ses 70 heures hebdomadaires. Nous allons vous expliquer pourquoi ce soir, il n'aura rien gagné, à cause selon lui du groupe Lactalis qui achète son lait. C'est l'histoire d'un bras de fer perdu d'avance. Régis Mingui, 38 ans, vit dans le Maine-et-Loire, à la Cochonnière, où il est surtout question de vaches. 6 heures, l'heure de la première traite. C'est parti. On est 3 associés. Donc là, actuellement, à la traite, c'est mon frère aîné, Rémi, qui opère ce matin à la traite. Avec leurs cousins, ils possèdent 110 vaches sur cette exploitation familiale créée par leurs parents. Mais à leur départ en retraite, il a bien fallu moderniser, installer ce mécanisme de tapis roulant. On a opté pour ce système pour gagner du temps. Aujourd'hui, on passe nos 110 vaches en 1h15.
avec ce système-là, mais par contre qui nous a coûté à peu près 230 000 euros. Des traites et des dettes. Voilà résumé la vie de Régis. 7 heures, tandis que la France encore au chaud prend son café, lui doit affronter le bilan de la nuit. Il y a à peu près 4 bouses par vache, donc à raison de 1,3 kg ou 1,4 kg par bouse. On va dire une tonne 2 avec les deux côtés. Donc vos journées, elles commencent par enlever la merde. Oui. Par une tonne de bouse, quoi. Voilà, c'est ça. Un travail ingrat, mais il garde le sourire. Allez. Pourtant, il y a de quoi se décourager. Mais attendez. Pour bien comprendre, faisons un avance rapide sur sa journée de labeur. 21h. La traite du soir est terminée. C'est l'heure du bilan. 2411 litres pour la journée. C'est une bonne journée. C'est une journée normale. D'accord. Lactalis lui impose son prix. 29 centimes d'euros le litre. À ce tarif, sa recette s'élève aujourd'hui à moins de 700 euros. Ça ne couvre pas ses coûts de production. À chaque étape de la journée, Régis perd même de l'argent. Voilà pourquoi il en veut à la firme laitière. 7h30. Ça, c'est le changement des draps, comme j'appelle, moi, ou refaire la côte du lit. Pour éviter de salir la mamelle, on les nettoie matin et soir. On remet de la paille fraîche. Cette paille lui coûte 0,6 centimes par litre de lait. Mais la principale dépense, c'est l'alimentation. Ça mange à un peu plus de 50 kilos de nourriture dans sa journée. Ces herbes et ces céréales représentent à elles seules 13 centimes. Et pour les cultiver, Régis doit aussi louer ses terres. C'est encore 1,8 centimes par brique de lait. 11h, l'heure de l'insémination. Les vaches ne donnent du lait que quand elles sont gestantes. Tous les jours ou presque, Régis doit donc inséminer certaines de ses bêtes. Et pour ça, il faut avoir le bras long. Quand la vache est bien en chaleur, comme aujourd'hui, ça passe tout seul. On arrive tout de suite dans les cornes utérines pour y déposer la semence. La semence qu'il injecte, prélevée sur des taureaux américains, lui coûte chaque fois une 50aine d'euros. Mais rien ne dit que l'opération sera couronnée de succès. Elle a déjà eu 3 inséminations non fécondantes. Elle était toujours pas enceinte quelque part au bout de ces 3 inséminations. Là, c'est sa 4e tentative. Disons qu'en termes d'insémination artificielle, vu le coût, c'est sa dernière chance en insémination artificielle. Donc là, soit elle tombe enceinte, soit c'est l'abattoir. C'est ça, c'est exactement ça. Et encore, pour que Régis s'y retrouve, il faut que ces vaches donnent naissance à des femelles. Sinon, pas de laitière. Après, c'est bon. Les derniers vélages ne lui ont pas réussi. 2 mâles et 7 femelles stériles. Il ne peut rien en faire, sinon les vendre au boucher. Et puis voilà, ça va être 50-60 euros. Pas de quoi couvrir le coût des inséminations. Elles représentent 3,8 centimes du prix du litre de lait. 13h. Plus Régis travaille, plus les coûts s'accumulent. Les machines et leur carburant, c'est 5,3 centimes en plus par litre de lait. Les assurances, encore 1,5 centime. Et autant pour les frais vétérinaires. À ce stade, le litre de lait lui revient déjà à 27 centimes et demi. Sauf qu'il doit encore payer l'eau, l'électricité et surtout rembourser ses installations. Au final, son litre de lait lui revient à 36 centimes. 7 centimes de plus que ce que lui verse Lactalis. Vendre son lait ne lui rapporte rien. Pire, il perd de l'argent. « 21h30, l'heure des comptes. Soir. Comme chaque soir, Alors. Régis et Gaël, son cousin, se rongent les sangs en voyant apparaître les chiffres sur la calculette. Même avec les aides européennes, leur déficit n'en finit plus de se creuser. Là, par exemple, cette année, là, vous allez perdre 13 000 euros Oui, sans même vous payer. C'est ça. sans se payer.
Vous pouvez fermer la ferme, quoi. C'est la question qu'on se pose tous les matins en se levant. Pourquoi on y va? Est-ce qu'il faudrait mieux pas arrêter, quoi, tout de suite? Voilà. Vous, comme tous les producteurs laitiers. La plupart des producteurs laitiers sont dans le même cas. Pour vivre de leur lait, il faudrait que Lactalis leur verse 5 centimes de plus par litre. Donc ils vous payent 29, il faudrait qu'ils vous payent au moins 34. On dégagerait un salaire. On dégagerait un salaire. Et vous, quand vous me parlez d'un salaire, ce serait combien? Si on ramène ça au nombre d'heures effectuées, un SMIC. Un SMIC, c'est tout ce qu'ils demandent. Mais l'objectif semble inatteignable, car ces maigres 29 centimes du litre, ils ont déjà dû se battre pour les avoir. C'était en août dernier. Lactalis ne paye alors que 26 centimes du litre. Mobilisation des producteurs, blocage des sites Lactalis. Ça symbolise quoi ce que vous avez fait? Le fumier, ça représente Lactalis en ce moment. Voilà. Rien à faire. Malgré leur colère, les producteurs laitiers n'obtiennent de Lactalis que 29 centimes du litre. Un tarif dérisoire pour les 17 000 fournisseurs français du groupe laitier. Ce duel, c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre, car Lactalis est désormais le leader mondial des produits laitiers. À l'origine du groupe, André Beignet. 1933, à Laval, il lance sa petite affaire dans le camembert, la développe en se diversifiant dans la crème et le beurre. 1955, son fils Michel Beignet reprend les rênes. Il invente la marque Président, le lait en brique, et surtout rachète les concurrents comme Lactel. Mais côté dialogue social, ça se passe plutôt à coups de matraque. Février 1982. Madame, monsieur, bonsoir. À prime abord, l'affaire a l'allure d'une caricature de notre génie national, un commando pour libérer 750 000 camemberts. Isigny, Calvados. Depuis plusieurs jours, la fromagerie Beignet est bloquée par ses ouvriers. Qu'à cela ne tienne, le groupe fait appel à des mercenaires pour évacuer les camemberts retenus en otage par les grévistes. À 1h du matin, toutes les issues de l'usine sont bloquées. Les anciens parachutistes, casqués, armés de revolvers et de matraques, cassent les vitres à l'aide de coups de poing américains et lancent des grenades lacrymogènes. Je me suis retournée, j'avais un gros gorille devant moi. Il m'a dit couche-toi, allonge-toi. J'ai dit non, je m'allongerai pas devant toi, saloperie. Je lui ai dit je l'ai pris un coup dans le dos, puis la bombe en veux-tu en v'là. Hein. On dit en effet que la direction de Beignet est une direction extrêmement dure et que vous n'aimez ni les syndicalistes ni les grévistes. Est-ce que c'est vrai? Écoutez, nous aimons les gens qui aiment leur travail et qui aiment travailler. Michel Beignet disparaît au début des années 2000. C'est son fils qui va lui succéder, Emmanuel Beignet. Le jeune homme a appris dans l'ombre de ce père aux méthodes brutales. Cette image, l'une des seules qui existe de lui, car l'héritier est d'une discrétion absolue. Nombre de ses 75 000 collaborateurs ne savent même pas à quoi il ressemble. Du jamais vu pour un capitaine d'industrie à la tête d'un groupe présent dans 120 pays. À 46 ans, Emmanuel Beignet est empereur du lait et bête noire des agriculteurs. Car comme son père, le puissant patron ne semble pas porter sur le dialogue social. Qui se cache vraiment derrière cette image de patron froid et inaccessible? Pour le savoir, le plus simple serait encore de le rencontrer. Ça tombe bien, pas très loin de la Cochonnière, à 2 pas de Laval, il posséderait un château. Le Vallon. Non, pas cette belle demeure, ça, ce n'est que la maison des gardiens. Le manoir de la famille Beignet serait plusieurs centaines de mètres derrière ses grilles, au cœur d'un vaste domaine, à l'abri des regards. Mais comme un seigneur sur ses terres, Emmanuel Beignet dispose de sa garde. Vous partez, dégagez. Son garde-chasse, en l'occurrence. Je vous dis de partir, vous vous en allez d'ici. Mais monsieur, on filme le jeu. Vous en allez, vous n'avez pas à filmer, c'est privé. Qu'à cela ne tienne, faisons le tour du parc alors. Ici au moins, le château se dévoile un peu. Et puis, n'est-ce pas Madame Beignet dans le potager? Bonjour madame. Nous filmons en caméra discrète. Jardinier en vacances, c'est tout ça. Donc j'ai ramassé les haricots verts, c'est moi.
Je m'occupe de la cuisine, moi, principalement. Ah, vous n'êtes pas Madame Beignet? Ah non. Bah, vous devez être bonne cuisinière. C'est quoi votre spécialité? L'osso bucco, la moussaka. Il aime bien les ravioles, les lasagnes. Ils vous demandent pas de cuisiner, de consommer les produits qui viennent de chez Lactalis? Le chèvre et le beurre Lactalis, c'est normal. Hein. Et le lait, c'est normal. C'est quelqu'un d'authentique, quelqu'un de très simple dans la vie privée. Quelqu'un de très respectueux. Chez lui, il a quand même une conscience sociale, il paye bien, il est... Ah ben, on est payé, vous savez, sur la base du régime du SMIC. Au château, au moins, le SMIC est de vigueur, pas comme à la cochonnière. En tout, 4 personnes travailleraient dans la résidence secondaire d'Emmanuel Beignet. Mais nous repartons un peu frustrés. Non seulement nous n'avons pas rencontré celui qui fait la pluie et le beau temps sur la vie de nos producteurs laitiers, mais en plus, nous n'avons rien vu de sa noble demeure. Alors, prenons un peu de hauteur. Ah, la Mayenne, c'est Lacet. Et son château du Vallon, un bijou 19e, avec son parc de 40 hectares, son domaine de chasse, son lac, sa piscine, son tennis, son centre équestre, ou encore sa ferme et son potager bio donc. Autour de son château, l'héritier Lactalis aurait aussi racheté de nombreuses fermes et leurs terres. La crise laitière semble décidément épargner l'empereur du lait. Loin de la vie de château, retour chez Régis. 9h. Coco. Depuis 6 semaines, il est papa d'une petite fille. Je te mets ton... T'as rien pris ce matin? Non, j'ai pris mon café en me levant. Ok. Emmanuel, sa compagne, est en congé maternité. Alors chaque matin, il se libère 30 minutes pour la retrouver au petit déjeuner. De rares moments de partage. D'ordinaire, le couple ne se voit qu'1 heure par jour, entre 21h30 et 22h30. Après, elle s'endort. Pas lui. Ça commence à jouer sur sa santé. C'est-à-dire que très régulièrement, j'ai un conjoint qui dort pas la nuit, qui est très très nerveux, oui. Et je pense que quand ça commence à toucher la santé, on a le droit de s'inquiéter. Chaud un peu. Chaud. Emmanuelle est infirmière. Le couple vit à présent sur son seul salaire, 2 000 € par mois. C'est elle qui fait les courses. Le beurre sur votre table, c'est pas du Lactalis? Non. Il y a 3 ans, j'étais fier d'acheter Lactalis. Je prenais Lactalis. Et puis aujourd'hui, non, c'est clair que depuis quelques mois, j'invite les gens à ne pas acheter Lactalis parce que je vois pas pourquoi ça irait que dans un sens, quoi. Nous prendre pour des cons de cette manière, c'est non, je supporte pas d'être pris pour cet esclave là qui est bon pour travailler et puis on te donnera les miettes s'il en reste, et puis surtout si on a envie de t'en donner, quoi. Je pense qu'à un moment donné, on arrivera sur du désespoir. Et le désespoir, ça entraîne des accidents, ça entraîne des situations dramatiques dans des couples, dans des familles. Et vous dans tout ça? On survit. Mais à la cochonnière, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une femme aimante et salariée. Jérémy Terrien est le voisin de Régis. Lui aussi est producteur laitier, lui aussi boit le bouillon, mais seul. T'aurais pas pu choisir un autre moment, non? Jérémy est célibataire, depuis toujours, pour ainsi dire. Jérémy, est-ce que le bonheur est encore dans le pré pour vous? Non. Non. Non, j'aime mes animaux, mais non. La solitude lui pèse, et ce n'est pas près de s'arranger. À 31 ans, sans revenu, seul parmi ses vaches, 10 heures par jour, difficile de s'accomplir. Aujourd'hui, le trentenaire vit dans la maison de ses grands-parents,
disparu depuis des années. Rien n'a bougé. Non. Là, les palmiers, c'est pour vous évader. C'est mon grand-père qui avait ramené ça de voyage. Vous avez voyagé? Non. Non? Vous êtes allé où? Juste, je suis pas sorti de la France, pour ainsi dire. Papier peint, mobilier, décor inchangé, pas les moyens. À l'heure du dîner, comme chaque soir, Bon appétit. c'est chez son père que ça se passe. Ces repas partagés avec votre père, c'est un moment de convivialité uniquement? De convivialité, oui, mais aussi par obligation. Parce que c'est pas avec ce que je gagne que je peux me permettre de me nourrir. À la cochonnière, il y a 3 exploitants laitiers. Régis, Jérémy et Grégory Massé. À 32 ans, pour lui aussi, la situation est désespérée. Au point de devoir vendre l'alimentation de ses bêtes. Là, ça va encore, mais quand on le récolte, ça gratte. On vend parce que comme la trésorerie est au ras des pâquerettes, on a besoin un peu de sous pour essayer de survivre et puis de payer au moins un peu nos factures quand même. Et vous allez nourrir les bêtes avec quoi cet hiver? Eh ben, on va être obligé d'acheter de l'aliment. Vous avez une urgence là de rentrer du cash, donc vous vendez. Tout de suite, voilà, c'est ça. Ce qui normalement devrait vous servir à nourrir nos bêtes. Essorer les producteurs de la cochonnière. Entre eux et Lactalis, le torchon n'en finit plus de brûler. Pour marquer leur désaccord, et même s'ils continuent de fournir le lait, depuis 5 ans, les agriculteurs refusent de signer un contrat qui les unirait à la firme. Un contrat illisible, juge-t-il. Exemple, au chapitre crucial du prix du lait. On n'a pas de prix de mentionner sur le contrat, on a juste une espèce de formule pays égale 20%, plus GEE égale 20%, plus PGC égale 60%. pays, c'est produits industriels, GEE, c'est, que je vous dise pas de bêtises, les indicateurs fromage export, Gouda, Edam et Emmental, et puis PGC, produits de grande consommation. Donc moi, si vous appelez ça un prix... En fait, vous y comprenez rien. C'est clair. C'est fait exprès pour qu'on se mélange les pinceaux, pour qu'on comprenne comment ils calculent le prix de base, voilà, et qu'on abandonne la partie pour pas qu'on pose trop de questions. Quelques lignes plus loin, un chapitre sur la quantité de lait à fournir. Malheur à ceux dont les vaches sont trop généreuses. Si on est en surproduction, en fait, ça donne lieu à pénalité, c'est-à-dire c'est de l'argent que nous réclame Lactalis à hauteur de 29 centimes le litre. D'accord, donc vous, s'ils perçoivent trop de lait, vous allez devoir leur payer les litres en trop qu'ils ont perçus, mais ils vous rendent le lait? Absolument pas. C'est que eux collectent le lait, ils s'en servent, ils le transforment, ils le vendent, enfin ils vendent le produit fini, et en plus, on doit leur payer 29 centimes du litre. Ça, c'est pour ça que vous tiquez. Ah non, mais c'est un truc de fou. Mais vous allez le voir, tenir tête à Lactalis, ne pas signer le contrat, c'est s'exposer à des représailles. Pour sortir du gouffre, faire des économies, les producteurs de la cochonnière ont eu une idée simple, s'unir, faire fusionner leurs fermes. Pour cela, il suffirait juste que Lactalis accepte de collecter leur lait dans une seule et même cuve. Mais la réponse n'a pas tardé. Refus catégorique. Et nous ont répondu en juillet 2016, un mois après. Nous vous informons que nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande du fait que les structures n'ont pas souhaité s'engager contractuellement en 2011. Ce matin, après 5 années de résistance, les nerfs sont à bout. Le moral flanche. Jérémy, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va pas spécialement, non. Non? Non, on va appeler Lactalis avec Grégory, vous allez comprendre. Comme résignés les irréductibles producteurs laitiers, la cochonnière s'apprête à rendre les armes. On est prêt à céder pour signer un contrat. De toute façon, on n'a plus le choix. Si on ne le signe pas, on arrêtera les exploitations. Donc là, vous cédez entre guillemets à leur pression. Vous signerez ce contrat avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Tant pis. Voilà. De toute façon, on n'a plus le choix.
Pour parvenir à améliorer notre vie, on est obligé de signer le contrat, sinon ça finira mal. On ne doit pas être forcément les seuls dans ce cas-là, donc s'ils tiennent à pousser leurs producteurs au suicide, c'est leur problème. Mais là, on a atteint ce degré de gravité, quoi. La situation est à ce point désespérée pour vous deux. Ça commence à être lourd. Le but de s'être installé, c'est pas de vivre ça. Le groupe laitier est-il conscient de la détresse de ses fournisseurs? Ce jour-là, le correspondant Lactalis qui leur refuse la fusion participe à un salon agricole. L'agriculteur vient annoncer qu'il est finalement prêt à signer. Tu stresses? Oui, un peu, ouais. On verra bien ce qu'ils vont nous dire. Mais avec Lactalis, visiblement, rien n'est simple. Le représentant du groupe ignore que des journalistes accompagnent Grégory. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, dites-moi qui vous êtes. Alors, je suis Grégory Massé. Pourquoi vous n'avez pas souhaité contractualiser avec Lactalis? On le ressache, comme quoi vous n'avez pas envie non plus de travailler en partenariat avec Lactalis. Si demain on vous propose un contrat, est-ce que vous signez? On serait prêt à le signer. Là, vous vous dites que tout est réglé, qu'ils vont signer ce fameux contrat. Eh bien non. La réglementation a évolué. Réglementairement, je n'ai plus le droit de proposer la version contractuelle telle qu'elle existait. On est prêt à signer le contrat. Oui, mais le contrat, je ne peux pas vous le reproposer. Je ne sais pas si je pourrais vous en reproposer un, et je ne sais pas quand. Attendez, pause. Résumons. 1. D'abord, Lactalis impose à ses fournisseurs de signer un contrat s'ils veulent fusionner. 2. Pris à la gorge, les agriculteurs finissent par accepter. 3. Impossible, répond Lactalis. Le contrat ne serait plus réglementaire. Les agriculteurs n'ont qu'à attendre. Et des exploitations vont pas attendre 6 mois, 1 an. Il y a des personnes qui vont mal, nous, dans les exploitations. Ça peut aller très loin. Si on continue comme ça, qu'on peut pas s'associer... Alors, pourquoi empêcher ces producteurs exsangues de s'unir? Je m'appelle Yvan Martinet, je suis journaliste pour France 2. Dans ce courrier, vous expliquez que parce qu'il n'a pas signé l'accord... Non mais monsieur, pourquoi vous ne voulez pas vous exprimer? Quand vous avez la situation d'un agriculteur en détresse, est-ce que vous n'avez pas un devoir chez Lactalis? Lactalis s'était pourtant engagé à venir en aide aux producteurs laitiers. C'était à Paris, le 24 juillet 2015. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, obtient un accord pour assurer de meilleurs revenus aux producteurs. Sur le communiqué de presse, les engagements sont clairs. Les distributeurs s'engagent à des hausses de tarifs sur certains produits laitiers. Les transformateurs, comme Lactalis, eux, s'engagent à répercuter l'intégralité de ces hausses aux éleveurs. 1 an plus tard, selon la Fédération nationale des producteurs de lait, Lactalis n'aurait pas tenu parole. Le groupe aurait oublié de reverser une quarantaine de millions d'euros. Le groupe Lactalis vous souhaite la bienvenue. Que répond Emmanuel Beignet, le patron de Lactalis, à ces accusations? Bonjour, je souhaiterais faire une interview de monsieur Emmanuel Beignet. Écrivez comment? L'orthographe de monsieur Beignet? Oui. B-E-S-N-I-E-R. Inconnu dans son propre groupe. Décidément discret, le grand patron. C'est finalement son bras droit qui prend l'appel. Est-ce qu'une interview avec monsieur Beignet, ça serait possible? Non, c'est pas possible, non. Suite à cet accord, Lactalis a reversé combien aux producteurs laitiers? Ah, je n'ai pas le chiffre à vous donner, je vous donnerai pas de chiffre. Vous pourrez me communiquer ce chiffre ultérieurement? Allô? Allô? Cette discrétion, Emmanuel Beignet l'étend même aux chiffres de son groupe. Ce sens du secret, plus qu'une culture, une stratégie. Lactalis n'est pas coté en bourse, appartient à 100% à Emmanuel Beignet et sa famille, et fait de lui la 13e fortune française. Pas d'actionnaire, pas de compte à rendre. Lactalis, c'est zone d'ombre. Pour nous, l'économiste Benoît Bousmar s'est penché sur le tentaculaire empire dans ses moindres recoins. Ici, le groupe Lactalis ne publie pas de compte. BSA Finance ne publie pas de compte. Sofil ne publie pas de compte. Claudel Roustan ne publie pas de compte. Et Beignet SA ne publie pas de compte. GEMA 2, c'est même pas la peine d'en parler, et de même que l'Indivision. Donc,
aucune publication de comptes sur un empire qui pèse quand même 17 milliards. C'est obligatoire normalement. C'est tout à fait obligatoire. Vous devez même payer une amende si vous ne les publiez pas. Sauf que l'amende, il s'assoit dessus parce que c'est pas grand-chose. Donc ce groupe est pensé comme un écran de fumée. Oui. C'est un véritable écran de fumée, oui. Parce que si le monde paysan apprenait le niveau de bénéfice de Lactalis... Si ça c'est, bien évidemment, il y a des pressions qui s'exerceraient sur Beignet pour qu'il revoie à la hausse ses prix, c'est évident. Ça pourrait être la révolution dans les campagnes. Lactalis n'a pas souhaité nous communiquer ses résultats pour 2015 non plus. Mais nous nous sommes procurés des documents. Vous allez découvrir à quel point le groupe d'Emmanuel Beignet est prospère. En 2011, Lactalis veut racheter son rival italien, Parmalat. Pour mener l'opération à bien, la famille Beignet doit communiquer ses résultats aux autorités transalpines. Ces comptes sont là. On s'aperçoit que c'est un groupe qui est effectivement très puissant. Personne ne se doutait qu'ils étaient au-dessus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En 2010, ils sont déjà à plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et ils réalisent là déjà, combien ? 330 millions d'euros de bénéfices nets. Ça remonte direct dans les poches. C'est le groupe Beignet. Propriétaires de Lactalis. C'est bien entendu les propriétaires du groupe Lactalis. Et sur 6 mois déjà, en 2012, 157 millions de bénéfices. Tranquille. Pour 2012, un bénéfice annuel supérieur à ce que représenterait 1 an de SMIC pour chacun des 17 000 producteurs laitiers qui approvisionnent Lactalis. À la cochonnière, la pilule a du mal à passer. 156 millions d'euros, presque 157. Pour 6 mois. Pour 6 mois? Oui. C'est impressionnant. Comment on peut ne pas se révolter? Ah, c'est des millions d'euros? Oui. Ah oui, c'est pas des 1000 euros, c'est des milliers. C'est énorme, c'est irréaliste. Comment, en voyant ces chiffres-là, on peut rester en silence? Je pense qu'il pourrait gagner un peu moins, quand même. Ça permettrait de redistribuer un peu tout le monde. 6 000 producteurs ont cessé leur activité en 2015 et ils seront sans doute autant à abandonner en 2016. La France compte 6 fois moins d'exploitations laitières qu'il y a 30 ans.